Jean-Louis, tu viens de le dire, tout le monde voudrait nous expliquer que cette affaire est jouée d'avance. J'étais encore hier à Paris, avant d'aller à Bordeaux, et puis d'aller à Bastia, et puis d'arriver à Toulon. Et hier à Paris encore, en milieu d'après-midi, je peux vous garantir une chose sur les plateaux de télévision, c'est qu'ils ne sont pas au courant que vous existez. Tout le monde explique que c'est plié, que c'est fait, que le match est installé, c'est Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Eh bien moi je crois que nous avons besoin de vaincre ce faux combat et d'offrir une véritable alternative. Emmanuel Macron a commencé sa campagne en disant aux Français « Vous n'avez pas le choix ». Nous avons besoin de dire aux Français que si, ils ont le choix. Vous avez le choix. Et le fait que vous soyez là est le signe déjà que nous allons offrir aux Français le vrai choix qui va surprendre dans une semaine, jour pour jour. Merci infiniment de votre présence. Elle est déjà un signe extraordinaire d'espérance. Et je voudrais remercier ceux qui nous ont permis de passer cette belle soirée ensemble. Monsieur le ministre, monsieur le maire, mesdames et messieurs les parlementaires, cher Jean-Louis, chère Geneviève, chers sénateurs, tu le racontais Jean-Louis, j'étais il y a quelques semaines de cela en réunion de groupe à l'Assemblée nationale. Moi je débarque là, je peux vous dire, bien intimidé, évidemment, et tout se passe très bien d'habitude, tout se passe très bien jusqu'à ce que Jean-Louis et Geneviève ne se lèvent en disant « Maintenant, il y a un truc qui va pas bien aller du tout, ça va pas bien se passer du tout. On a vu votre planning de date et il n'y a pas de date à Toulon. Et il y a quelqu'un qui est pas content et qui s'appelle Hubert Falco. » Alors moi, je suis rentré après la réunion de groupe et j'ai dit à Laurent Wauquiez « On a un petit sujet avec les Toulonnais. » Depuis le début de la campagne, je disais à toute l'équipe « Il faut aller à Toulon. » Mais le problème d'une campagne, c'est que c'est extrêmement court, ça passe très vite. Et donc, dans les contraintes du temps, c'est vrai que rien n'avait été prévu ici. En tout cas, il n'était pas prévu que je vienne ici. Et Laurent Wauquiez a hoché la tête, il m'a dit « Il y a une seule personne en France qui sait comment on gagne à tous les coups une élection, c'est Hubert Falco. Alors il faut aller à Toulon. » Je suis très heureux d'être avec vous dans cette ville où je suis si souvent passé, non pas pour faire des meetings, je ne me douterai pas vraiment que je reviendrai un jour face à vous sur cette scène. J'y suis si souvent venu parce que je suis un amoureux de la mer Méditerranée, un amoureux de la mer, un passionné de la voile et qu'il n'y a pas de plus bel endroit pour pratiquer cette passion. Il n'y a pas de plus bel endroit pour découvrir la mer que de naviguer à Toulon. Alors ce soir, nous sommes ici dans la joie de nous retrouver, mais nous sommes ici ce soir avec au cœur une forme de gravité. Nous sommes tous ici, habités par l'espoir que refonder l'Europe et rétablir la France soit possible, mais nous sommes tous ici aussi habités par la certitude que notre pays, que notre civilisation traverse un moment de crise profonde. Et je veux dire que j'ai laissé en bas des marches le discours que j'avais préparé, parce qu'en fait, dans la voiture en venant, j'ai découvert un fait d'actualité qui dit tout de cette angoisse, qui dit tout de cette inquiétude, qui dit tout de la folie dans laquelle nous avons si longtemps sombré. Et il y a un rappeur. D'habitude, je préfère citer des philosophes, mais passons. Il y a un rappeur qui s'appelle Nick Conrad. Vous avez peut-être déjà entendu son nom. Il y a quelques mois de cela, ce rappeur a été poursuivi pour une chanson qu'il avait écrite, une chanson dont le titre était « Pendez les Blancs », dans laquelle il mettait en scène, avec une violence inouïe, l'exécution d'une personne arrêtée et tabassée en pleine rue, simplement parce que cette personne était blanche. Ce rappeur a été poursuivi, et ce rappeur a été condamné. Condamné, devinez quoi, à une amende. Croyez-vous que cela suffise à l'intimider? Bien sûr que non. Ce rappeur vient de publier une seconde chanson, je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi, dont les paroles disent « Je baise la France jusqu'à l'agonie ». Eh bien, je crois que, mes chers amis, nous voyons dans cet épisode le symbole de ces lâchetés accumulées qui ont préparé les violences que nous laissons se susciter pour demain.
dans nos quartiers, dans nos banlieues, dans nos villes. Oui, notre pays est menacé d'une fracturation profonde qui aujourd'hui traverse notre société. Je le dis comme enseignant, tant de jeunes grandissent en France sans se reconnaître français. Nous avons si longtemps laissé prospérer ces discours de haine qui ont créé cette fracture. Nous les avons si longtemps, nous-mêmes, disons-le, entretenus. On nous a si longtemps expliqué que pour pouvoir accueillir, il fallait commencer par se renier. On nous a si longtemps expliqué que pour faire une place à la diversité, il fallait, comme le disait M. Macron pendant sa campagne, affirmer qu'il n'y a pas de culture française, comme si c'était la condition pour que chacun trouve sa place. Je me souviens, moi, de ce discours qu'Emmanuel Macron avait prononcé à Marseille, dans lequel, en regardant la salle, il avait dit « Je vois des Comoriens, je vois des Algériens, je vois des Tunisiens, je vois des Nigérians. » Et à la fin seulement, il avait daigné affirmer « Je vois des Français ». Eh bien, nous nous disons que tout notre mal vient de là. Il faudrait ne voir que des Français. Il faudrait ne voir... Il faudrait ne voir dans ces jeunes, même issus de l'immigration, que des jeunes destinés à devenir français, sinon par l'histoire de leur famille, du moins par le cœur et par l'adhésion pleine et entière. Une adhésion proposée, offerte sans condition. Et comme enseignant, je l'ai vécu des années, lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer ces jeunes issus de l'immigration, dans tous les endroits où j'ai pu enseigner. Ces jeunes auxquels j'ai eu la chance de pouvoir dire « Voilà, tout ce que l'Europe a fait de meilleur, tout ça est à vous. Platon et Aristote, c'est à vous. Marc Aurèle, Épictète, c'est à vous. Prenez tout cela est à vous. Blaise Pascal et Montaigne, Kant et Nietzsche, tout est à vous. Tout est à vous. » Nous devrions pouvoir donner à tous ces jeunes quelque chose à aimer. Nous devrions pouvoir leur donner une culture à aimer. Nous devrions pouvoir leur donner la France à aimer. Nous devrions pouvoir leur donner l'Europe en héritage. Et nous avons laissé derrière nous ce vide. Et nous laissons derrière nous ce vide, et c'est sur ce vide que prospère la violence qui se dessine. C'est sur ce vide que prospèrent les sirènes de l'islamisme radical, que nous ne savons pas nommer, que nous ne savons pas combattre, parce que nous sommes désarmés. Non pas seulement désarmés d'un point de vue sécuritaire et policier, mais désarmés de l'intérieur. Nous sommes culturellement, nous sommes spirituellement désarmés. Et nous n'avons cessé de dire à ces jeunes qui grandissaient en France qu'il fallait encore peut-être accroître le fossé qui se dessinait entre eux et leur propre pays. Nous n'avons cessé de tout faire pour que ce fossé se creuse. Et nous avons élu un président de la République qui avait été en Algérie, expliquer que la France était coupable de crimes contre l'humanité sur le territoire algérien. Et ceci, mes chers amis, c'était une faute contre l'histoire, bien sûr. C'était une manière d'insulter la mémoire de tous les Français qui, avec une grande générosité, ont tenté d'agir sur le sol de l'Algérie, partout dans ces territoires où la France s'était investie, avec le sentiment, et peut-être y avait-il là une forme de naïveté que l'histoire nous permet d'évaluer avec plus de justesse aujourd'hui, néanmoins pourtant avec le sentiment d'être en train d'apporter quelque chose à ces territoires. Comment pouvons-nous laisser dire que ces Français qui ont donné leur vie pour la France, que ces Algériens aussi, que ces Harkis qui eux aussi ont donné leur vie pour la France, sont des coupables de crimes contre l'humanité. Ces hommes étaient le symbole de ce que la France peut rassembler si elle sait tenter de gagner la bataille des cœurs. Et oui, aujourd'hui, c'est dans nos quartiers qu'il faut gagner la bataille des cœurs. Et cette bataille des cœurs, elle se gagnera si nous savons redire qui nous sommes. Si nous savons redire que nous sommes les enfants de cette France, les enfants de cette Europe, qui méritent d'être aimés, qui méritent d'être estimés, qui méritent d'être partagés. Et que partager cette histoire, c'est la condition absolue pour retrouver le lien commun qui nous unit. Pour résister à cette société qui est en train de devenir un archipel. Oui, il faut redonner ce lien en partage. Il faut
redonner la France à aimer, il faut redonner l'Europe en héritage. Et depuis le début de cette campagne, nous ne cessons de dire, à temps et à contre-temps, que c'est aussi, et peut-être même d'abord, l'enjeu de cette élection. L'Europe n'est pas seulement une administration, ce ne sont pas seulement des traités, ce n'est pas seulement un projet. L'Europe, c'est une civilisation. L'Europe, c'est 25 siècles d'histoire. Et nous n'avons pas le droit de tourner le dos à ce passé comme s'il fallait le renier pour nous tourner vers l'avenir. Nous n'avons simplement pas le droit de déshériter les générations qui viennent de ce que nous avons reçu. Nous n'avons pas le droit de laisser ce rappeur insulter la France et expliquer qu'il va provoquer, comme il le dit dans son clip, un incendie inarrêtable. Nous devons enfin ne plus céder, nous ne devons plus reculer. Et j'ai dans le cœur, comme vous sans doute, tant de colère pour ce déni de réalité dans lequel nous avons sans cesse été piégés, pour cette espèce de lâcheté qui a fait le terreau de cette barbarie qui se dessine aujourd'hui, pour ces reculs qui font qu'aujourd'hui, nous avons le sentiment de vivre dans un même pays, sans nous reconnaître les enfants de ce même pays, et sans être capables, quels que soient nos désaccords, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos divergences, de communier dans l'amour de ce même pays. Voilà le défi qui est devant nous. Nous avons tous le sentiment d'être au cœur d'une crise profonde. Et cette crise, bien sûr, c'est la crise de notre pays, c'est aussi la crise d'un continent tout entier, c'est la crise de l'Europe. Alors oui, c'est vrai, il faut pouvoir parler de notre projet, mais Jean-Louis l'a fait déjà avec beaucoup de brio. Et Jean-Louis, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, tu as déjà tellement dit que maintenant vous êtes tous des experts de notre projet européen. Oui, c'est vrai, il faut pouvoir dire quelle Europe nous voulons, car c'est le débat qui est devant nous. Nous avons le sentiment que nous sommes peut-être sur le point de sortir de l'histoire. Nous avons l'impression de perdre tant de batailles, de voir tant de défis se jouer ailleurs qu'en Europe aujourd'hui. Nous avons le sentiment que la guerre économique et commerciale se joue en Chine, aux États-Unis, et que nous ne cessons de perdre des parts de marché. Nous avons le sentiment que l'innovation technologique se fait ailleurs, dans les grandes entreprises du monde entier, qui viennent prendre nos savoir-faire, mais que nous ne savons plus maîtriser. Nous avons le sentiment d'être impuissants face à la crise migratoire qui se dessine. Nous avons l'impression d'être au cœur de la crise écologique. Et au fond, nous sommes vraiment au milieu de ce moment de crise profonde qui traverse le monde dans lequel nous sommes. Ce moment de crise globale, pourrait-on dire. Je fais partie d'une génération avec tant de jeunes qui sont ici ce soir, et c'est une joie de voir tant de jeunes avec nous ce soir. Tant de jeunes qui partagent avec moi, je ne sais pas si je peux dire l'expérience de notre génération, je ne sais pas si j'en ai encore le droit, mais malgré tout le fait que nous sommes liés par cette expérience, que nous avons découvert le monde à travers le concept de crise. Et partout où notre regard se pose, nous voyons de la crise. La crise n'est pas nécessairement une catastrophe. Notre pays a d'ailleurs connu des moments infiniment plus tragiques que celui que nous vivons aujourd'hui. La crise n'est pas forcément une catastrophe, c'est seulement le moment de faire des choix. Le mot crise vient du grec krisis, qui veut dire la décision. La crise, c'est le moment de prendre des décisions. La crise, c'est le moment où on se dit que ça ne peut pas continuer infiniment comme ça. À la différence d'un état stable qui pourrait perdurer de lui-même, la crise, c'est le moment où on est à l'heure des choix, au point de bifurcation. La crise, pour le dire autrement, c'est exactement le moment où on n'a plus le droit au « en même temps ». Il faut choisir. Je suis lecteur passionné d'un philosophe qui s'appelle Kierkegaard. Pardonnez-moi de revenir à mon tropisme professionnel. Kierkegaard me semble décrire la vie de manière plus juste que ce « en même temps » dont on nous rebat les oreilles depuis quelque temps maintenant. Pour Kierkegaard, la vie, c'est la liberté. Et la liberté, c'est l'expérience vertigineuse, et c'est vrai, un peu angoissante, du choix qui se résume à cette équation toute simple, ou bien, ou bien. Voilà, c'est ça la vie. Ou bien, ou bien. Ça ne peut pas être en même temps. Et ce qui en est de nos vies individuelles avec leur magnifique liberté vaut aussi pour notre vie collective. Ou bien, nous sommes à l'heure des choix. Ou bien nous allons reculer, ou bien nous n'allons pas céder. Ou bien nous allons construire une Europe qui saura se renforcer dans la mondialisation, ou bien, c'est vrai peut-être, nous allons sortir de l'histoire. Voilà ce qui fait le moment vertigineux que nous sommes en train de vivre. Voilà ce qui fait ce que Kierkegaard appelait le moment du saut nécessaire, le moment du vertige. Mais c'est vrai que c'est ce qui se joue pendant la semaine qui vient. Ou bien, ou bien. Donc il faut réussir à faire les choix qui s'imposent.
Il faut faire les choix qui s'imposent dans la bataille économique et commerciale qui se joue aujourd'hui autour de nous. Nous croyons, nous, que nous avons tous les atouts pour pouvoir rayonner longtemps dans l'histoire et dans le monde. Nous ne sommes pas de ceux qui, comme par exemple le Rassemblement national ou bien la France insoumise, considèrent qu'il faudrait se résoudre à ne plus être compétitifs, s'enfermer entre quatre murs, se replier entre nous et mourir à petit feu pendant que le monde avance. Non, nous sommes patriotes, pleinement, vraiment. Nous croyons à la force de nos entreprises. Nous croyons à l'excellence des savoir-faire que nous sommes capables d'offrir au reste du monde autour de nous. Nous croyons au génie de nos artisans, de nos ouvriers. Nous croyons au talent de nos agriculteurs, qui sont capables de cultiver les produits qui sont les meilleurs et reconnus comme tels dans le monde entier. Et nous ne voulons pas, encore une fois, sortir de ce monde et nous replier entre nous. Nous avons pour but de continuer à défendre la liberté des échanges. Notre famille politique se reconnaît dans ce jeu de la compétition qui peut offrir les meilleurs produits et qui peut stimuler l'inventivité de chacun. Nous croyons à la liberté, à la fécondité de la liberté. Et nous sommes prêts à relever le jeu de la concurrence avec toutes les autres régions du monde. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes piégés par une concurrence dont les règles sont faussées. Et la meilleure équipe du monde, même le RCT par exemple, si elle rentre sur un terrain qui n'est pas plat et où l'arbitre est corrompu, est sûr de perdre la partie. Eh bien, notre équipe aujourd'hui, notre équipe économique, commerciale, industrielle, elle rentre sur un terrain qui est faussé. Faussé par notre propre naïveté. C'est l'Europe qui s'est montrée si naïve trop longtemps face à tous ses compétiteurs. Nous avons cru pendant les dernières décennies au rêve de la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, vous savez, c'était le titre de ce livre d'un autre philosophe américain, Francis Fukuyama, qui, dans les années 90, avait raconté qu'il fallait faire ce constat tout simple qui partait d'une évidence. Le mur de Berlin s'est effondré, disait Fukuyama, le mur de Berlin s'est effondré et personne ne s'est enfui à l'Est. Et oui, certains ont mis du temps à s'en rendre compte, mais c'est pourtant un fait. Et donc, disait Fukuyama, l'histoire a tranché. L'Empire soviétique s'est écroulé, désormais un seul système, un seul modèle demeure au terme de ce XXe siècle meurtrier. Un seul modèle a fini par gagner la partie. Ce modèle, c'est celui de la démocratie libérale, c'est celui de l'économie de marché. Et par conséquent, nous allons voir petit à petit la fin de l'histoire. Bien sûr, il y aura encore des journaux qui raconteront les résultats sportifs, mais il n'y aura plus de grands événements, plus de guerres, plus de péripéties. Bientôt, on va voir toutes les barrières s'abaisser, toutes les frontières se défaire, les identités se diluer. Et bientôt, de la figure du citoyen préoccupé de l'avenir politique de son pays, on va voir se substituer la figure de l'individu consommateur auquel une concurrence universelle apportera le meilleur produit au moindre coût. C'était, disait Francis Fukuyama dans un syntagme délicieusement vintage, c'était la victoire du magnétoscope. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Les frontières ne se sont pas abaissées. Les barrières ne se sont pas défaites, les identités ne se sont pas diluées, les intérêts particuliers ne se sont pas reniés. Et nous sommes peut-être les derniers en Europe à croire au mythe de l'ouverture universelle. Nous sommes peut-être les derniers à croire qu'il est scandaleux de défendre ses frontières. Nous sommes sans doute les derniers en Europe à croire qu'il est coupable de défendre ses intérêts dans la compétition mondiale. Prenons un exemple tout simple. En Europe, 20% du PIB est constitué par les marchés publics. Eh bien, ces marchés publics en Europe sont ouverts à 95% aux acteurs internationaux. Nous sommes les seuls en Europe à ouvrir à ce point notre économie aux acteurs internationaux. Les marchés publics américains, eux, ne sont ouverts qu'à 30%. Les marchés publics russes, à 0%. Les marchés publics chinois, à 0%. Comment pouvons-nous accepter qu'une entreprise chinoise puisse prendre un marché public en France et faire du profit en France, alors que jamais la meilleure entreprise française ne pourra prendre un marché public en Chine ? Comment pouvons-nous l'accepter plus longtemps ? Nous voulons bien jouer le jeu de la concurrence, à condition que les règles soient les mêmes pour tous. Et nous devons maintenant, en Europe, assumer d'exiger de tous ceux qui veulent échanger avec nous une stricte réciprocité. Il faut sortir de la naïveté. Il faut sortir de la naïveté parce que c'est cette naïveté qui condamne nos entreprises. C'est cette naïveté qui nous a fait perdre tant de batailles dans la compétition industrielle. C'est cette naïveté qui fait que petit à petit nous avons laissé se produire cette mondialisation débridée dont nous sommes devenus les spectateurs plus que les acteurs.
Il faut sortir de la naïveté, et cela seule l'Europe le peut. Et nous ne sommes pas de ceux qui croient que la déconstruction de l'Europe pourrait nous rendre plus forts. Nous ne sommes pas de ceux qui croient que chacun de nos pays isolés pourra s'en sortir mieux dans la compétition mondiale. Les Britanniques le découvrent aujourd'hui à leurs dépens. Quand vous êtes un marché de quelques dizaines de millions d'habitants, et que vous rencontrez une grande puissance internationale, la Chine ou les États-Unis, même les États-Unis, disent aujourd'hui aux Britanniques « Nous voulons bien commercer avec vous, mais nous pouvons nous passer de vous si nous voulons. » Par conséquent, ça se fera à nos conditions, selon nos règles. Il va falloir les accepter. En revanche, aucune grande puissance du monde, même la Chine, même les États-Unis, ne peut contourner un grand marché de 500 millions d'habitants. Le marché commun que nous avons construit en Europe est aujourd'hui une proie facile, mais le marché commun que nous avons su construire peut être le levier exceptionnel qui nous fera peser de nouveau dans la mondialisation. Et nous avons besoin de faire de ce marché l'occasion, enfin, d'agir sur le plan politique. Nous avons besoin d'en faire le levier par lequel nous sortirons de cette impuissance dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Face à la Chine, face aux États-Unis, ce marché est notre atout, ce marché est notre force. Si nous savons en jouer pour défendre nos intérêts, pour sortir de cette naïveté. Et oui, c'est vrai, nous en avons besoin pour redonner un équilibre au monde qui se dessine devant nous. Redonner un équilibre à ce monde, c'est évidemment se préoccuper de la crise écologique qui déstabilise si profondément les grandes équations de l'environnement. Nous sommes, effectivement, Jean-Louis, tu l'as répété, nous sommes cette famille politique de la droite qui croit à la transmission. Et si nous croyons à la transmission, nous devons nous préoccuper aussi de transmettre à nos enfants un monde qui soit encore vivable pour les hommes de demain. Alors oui, c'est vrai, nous devons nous préoccuper de remédier à ce dérèglement climatique qui se produit aujourd'hui, mais comment y remédier? Et c'est là toute la différence entre les propositions que nous faisons. Tu l'as dit, cher Jean-Louis, je crois qu'il faut enfin rompre avec la grande illusion. Non, la liste En Marche n'est pas une liste de droite. Le Premier ministre peut bien insulter la droite Trocadéro s'il veut s'en prendre par là à une famille politique. S'il veut s'en prendre par là à une famille politique qui a eu simplement l'audace de rester fidèle à ses convictions, de tenir ferme sur sa vision, de rester fidèle à ses électeurs, alors nous lui laissons la responsabilité de ce mépris qu'il exprime. Nous croyons à la cohérence, nous croyons au sérieux, nous croyons à la persévérance. Et moi, pour ma part, je dois dire que j'ai un peu de compassion pour Édouard Philippe, chargé aujourd'hui de défendre une politique qui ressemble en tout point aux propositions socialistes auxquelles il s'était dit opposé pendant le reste de sa carrière politique. Je vais de salle en salle et de meeting en meeting et je répète ces propositions que nous faisons ensemble. C'est vrai que je me répète, mais je préfère encore me répéter que me contredire. Et je ne sais pas trop comment on peut assumer de dire aujourd'hui le contraire de ce qu'on défendait hier. Quand on regarde le programme écologique d'En Marche, on voit que non, c'est vrai, la gauche n'a pas disparu. Elle est toujours bien vivante et ça n'est pas un hasard si Elisabeth Guigou, Ségolène Royal et Daniel Cohn-Bendit soutiennent aujourd'hui cette liste. La réponse d'En Marche à la crise écologique est assez simple à comprendre parce qu'au fond, c'est le résultat d'un réflexe bien connu, ici en France en particulier, un réflexe bien connu de la gauche traditionnelle. Toute difficulté a une solution, cette solution est forcément une dépense publique. Donc, en l'occurrence, la crise écologique est un grand problème. Donc, grand problème, grande solution. Et voilà comment on fait un programme écologique chez En Marche. La solution, c'est de dépenser 1000 milliards d'euros. Voilà, on ne sait pas trop encore pourquoi faire, mais ce qui compte, c'est qu'on va les dépenser. L'objectif, c'est pas la performance. L'objectif, c'est la dépense, voyez. Le projet, c'est de dépenser 1000 milliards d'euros. Heureusement que M. Macron est un peu isolé en Europe, parce que si jamais il prenait la main sur cette affaire, on pourrait faire confiance à la France pour les dépenser, les 1000 milliards d'euros. Mes chers amis, pourtant, nous le savons très bien, s'il suffisait de dépenser de l'argent public pour régler le problème écologique, la France serait un paradis climatique, n'est-ce pas ? La France n'est pas un paradis climatique, c'est juste un enfer fiscal. Donc, ça ne peut pas suffire. Il faut bien trouver... Il faut bien trouver une réponse un peu plus imaginative et surtout, je crois, une réponse un peu plus sérieuse. Où est la cause de la crise climatique ? Sinon, dans cette mondialisation débridée que nous avons laissé se construire. Dans cette mondialisation qui a fait que s'est installé petit à petit, à cause de cette naïveté que j'évoquais à l'instant, un taylorisme international, une sorte de répartition des tâches à l'échelle mondiale. Cette mondialisation qui a vu, parce que nous n'avons pas su défendre nos intérêts,
nos emplois, nos entreprises, une mondialisation qui a vu partir notre industrie vers la Chine. Tout s'est passé comme si on allait vivre dans un monde où l'industrie se ferait en Asie et où en Europe on ne ferait plus que des services et des loisirs. Mes chers amis, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Ça a produit la catastrophe économique et sociale que nous connaissons. Mais ça a produit bien sûr aussi la catastrophe écologique que nous déplorons ensemble. Nous sommes ici à Toulon, grand port de défense, port de pêche aussi bien sûr. En tous les cas, port qui connaît la pêche et port qui connaît les pêcheurs. Aujourd'hui, nous n'avons en France presque plus de capacité de traitement du poisson, de filetage. Le filetage, c'est-à-dire la préparation par laquelle un poisson peut devenir un plat préparé, un plat surgelé, un poisson sans arête. Le filetage aujourd'hui se fait de façon essentielle en Asie. Quand un poisson est pêché au large des côtes françaises, il est soit consommé frais, directement via la criée, soit emmené en Chine, bien souvent, pour pouvoir être fileté et ramené ensuite en France pour pouvoir être consommé. Avant d'arriver dans votre assiette, ce poisson a fait des milliers de kilomètres. Et ensuite, on va expliquer au salarié français qui a besoin de sa voiture pour faire 5 km pour aller travailler que c'est lui qui est responsable de la catastrophe écologique, que c'est lui qui est responsable de la crise climatique. On a laissé se faire cette mondialisation dans laquelle on coupe des chênes dans les forêts françaises, on les envoie en Chine pour devenir du parquet, on les ramène en France pour qu'ils puissent être achetés. On a laissé se faire cette mondialisation dans laquelle on vend moins cher des agneaux néo-zélandais abattus 6 mois avant d'être vendus sur l'étal de vos supermarchés, qui ont traversé le monde, qui ont fait 18 500 km pour arriver jusqu'à vous, et qui sont vendus moins cher que l'agneau français élevé tout près de chez vous, abattu 3 semaines avant que vous ne l'achetiez. On a laissé se faire cette mondialisation qui nous a vidé de nos capacités de production et qui a créé effectivement ce grand dérèglement du monde auquel nous assistons aujourd'hui. En réalité, si nous voulons mettre fin à la crise écologique, il faut simplement réapprendre à produire ce que nous consommons. Réapprendre à produire ce que nous consommons, pour que l'Europe redevienne ce poumon dans la mondialisation, ce poumon dont le monde a besoin pour retrouver son équilibre. Et voilà un grand défi pour l'Europe. Voilà un grand défi pour ce marché qui aujourd'hui n'est qu'un marché, mais qui peut être le lieu de cette vision politique dont nous avons tellement besoin, de ce cap qui est un sens. Voilà pourquoi il faut que cette Europe de demain redevienne le lieu où des échanges mieux régulés, mieux pensés, où un marché mieux protégé servira de point d'équilibre face à la guerre commerciale qui se joue dans ce monde débridé et dérégulé. L'Europe a souvent contribué à écrire l'histoire du monde, parfois pour le pire, souvent pour le meilleur. Eh bien, il faut qu'elle prenne aujourd'hui ses responsabilités. Et il faut qu'elle redevienne ce point d'équilibre. Et pour cela, il n'y a qu'un seul chemin à suivre. C'est de mettre en place cette barrière écologique à l'entrée du marché commun. Cette barrière qui fera que nous nous interdirons d'importer ce que nous nous interdisons de produire, ce qui est quand même la moindre des choses à faire. Si nous ne voulons pas tirer dans le dos de ceux qui travaillent en Europe, nous ne pouvons pas leur imposer des règles que nous contournons nous-mêmes en important des produits qui sont développés ailleurs sans respecter aucune de ces règles. Il faut mettre en œuvre cette barrière écologique qui permettra de redonner de la compétitivité à nos entreprises, à nos emplois. Et il faut assumer que l'Europe doit désormais enfin accepter de défendre d'abord ses entreprises et ses emplois, de ne pas rester piégé dans une simple doctrine de la concurrence. Voilà tout ce qui nous tient lieu de stratégie aujourd'hui, une doctrine de la concurrence. On l'a vu au cours des dernières années, avec Alstom et GE, avec Siemens et Alstom. Nous avons laissé se défaire, se déliter nos capacités industrielles au nom de la concurrence. Nous n'avons eu qu'une seule doctrine qui était celle de satisfaire le consommateur pour qu'il puisse accéder aux meilleurs produits au moindre coût possible. Mais ainsi nous avons oublié, et c'est un problème économique, mais pas seulement économique, c'est aussi un problème philosophique, c'est aussi un problème moral presque. Nous avons oublié que nous ne sommes pas que des consommateurs. Nous avons oublié la belle vertu du travail. Nous avons perdu le sens du travail. Et nous avons laissé le travail se perdre, nous avons laissé le travail partir, nous avons laissé le travail se disqualifier. Cher Patrick, toi qui, à La Ciotat, as redressé l'activité du chantier naval, toi qui as montré à quel point nous étions capables d'offrir encore au monde ce que nous savions produire de meilleur, eh bien, il faut que nous puissions ensemble le redire. Nous avons besoin de retrouver le sens du travail. Depuis le début de cette campagne, tous les jours sur le terrain, j'entends ce double cri, tous les jours. J'entends des Français qui disent « Je travaille et je ne m'en sors pas. Je travaille, je me donne de la peine et je n'arrive pas à joindre les deux bouts. »
J'entends des agriculteurs, un agriculteur croisé après un meeting un soir dans un petit restaurant où on s'était réfugié avec l'équipe pour pouvoir avaler un bout. Un agriculteur qui me dit, on discutait entre nous, je travaille comme un chien et je vis comme un misérable. Je n'oublierai jamais ce mot. Et à ces gens qui ont dit leur désespoir devant cet État qui ne cesse de leur imposer des charges toujours plus lourdes, des règles toujours plus complexes, qui prélève aujourd'hui les prélèvements obligatoires les plus élevés au monde, tu l'as dit, cher Jean-Louis, à ce désespoir-là qui fait que le travail ne paye pas, nous avons besoin de répondre, parce que c'est un enjeu économique. Mais ça n'est pas seulement un enjeu économique, ça n'est pas seulement un enjeu de pouvoir d'achat. Nous ne sommes pas que des consommateurs, c'est aussi un enjeu intérieur. Il faut restaurer la dignité du travail. Et il faut que celui qui travaille puisse vivre dignement de l'effort qu'il fait. Et depuis le début de cette campagne, ce second cri que j'entends tous les jours, c'est celui de ces entrepreneurs, de ces artisans, de ces commerçants qui disent « Je voudrais pouvoir me développer, je voudrais pouvoir continuer de travailler, j'ai besoin seulement d'une seule chose, de trouver quelqu'un qui veuille bien venir travailler. » Nous vivons dans un pays marqué par le chômage de masse qui dure depuis si longtemps, mais le travail a été si profondément disqualifié par un système social si profondément déséquilibré qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à recruter. Et oui, c'est un sujet européen. Oui, c'est un sujet européen. On ne peut pas vivre uniquement d'une doctrine de la concurrence. On ne peut pas vouloir uniquement que le consommateur soit servi avec le meilleur produit au moindre prix. Il faut redonner de l'oxygène à nos entreprises et il faut redonner de l'oxygène à ceux qui travaillent en France. Il faut pouvoir retrouver le sens du travail. Je relisais l'autre jour ce texte magnifique de Péguy dans l'Argent qui parle du sens du travail qui a construit la France. Péguy écrit « Nous avons été les enfants d'un peuple gai. De mon temps, tout le monde chantait. De mon temps, on chantait en allant travailler. Il y avait, dit Péguy, un honneur incroyable du travail. C'était le plus grand de tous les honneurs. En lui convergeait l'honneur du foyer et l'honneur du pays, et il était l'honneur des honneurs. Il fallait que le travail fût bien fait. C'était la plus grande des piétés, l'amour de l'œuvre bien faite. J'ai vu toute mon enfance, dit Péguy, j'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises, dit Péguy qui venait d'un milieu très modeste, de paysans et d'artisans. J'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises. Et j'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises du même cœur, de la même main, du même esprit, de la même rigueur que ce même peuple avait taillé ses cathédrales. Il fallait qu'un bâton de chaise fût bien fait. Pas pour le patron, pas pour le client, pas pour le salaire, parce qu'il fallait qu'un bâton de chaise fût bien fait. C'était un principe absolu. C'est ce principe qui a fait les cathédrales. La passion du travail bien fait, voilà ce qui a fait la France, nous dit Péguy. Voilà l'amour qu'il nous faut retrouver. Aujourd'hui, nous ne parlons plus du travail que pour parler de pénibilité, nous ne parlons plus du travail que pour parler de réduction du temps de travail. Et c'est peut-être cela aussi qui a fait la crise que nous traversons en Europe aussi. Quand nous avons fait le marché commun, quand nous avons fait le marché unique, quand nous avons choisi de passer à la monnaie unique, au moment où nous choisissions de passer à la monnaie unique, l'Allemagne faisait les grandes réformes structurelles dont elle bénéficie aujourd'hui, et nous, on faisait les 35 heures. Ça ne pouvait pas marcher très longtemps. Et c'est pas seulement une question de compétitivité, comme on le dit parfois dans le jargon des techniciens, c'est une question, encore une fois, de confiance en nous-mêmes, une question de rapport à l'œuvre bien faite. Non, le travail n'est pas seulement pour nous un moyen de gagner notre pouvoir d'achat. Le travail est aussi et peut-être d'abord pour nous l'occasion de faire une œuvre qui servira à d'autres que nous. L'occasion de se réaliser dans cette œuvre que nous faisons. Et voilà ce qu'il nous faut retrouver. Évidemment que l'Europe est un problème pour nous parce qu'aussi ce problème se joue bien souvent beaucoup plus qu'à Bruxelles, à Paris. Et d'ailleurs, depuis le début de cette campagne aussi, je vois à quel point nous ne cessons de reprocher à l'Europe ce qui revient souvent à la France. Nous sommes, quelques statistiques suffiraient à le montrer, les champions du monde, tu le disais, des prélèvements obligatoires.
nous sommes aussi aujourd'hui le 28e pays sur 28 en matière de déficit public. Et je voudrais d'ailleurs dire toute ma reconnaissance à M. Macron parce que être candidat à l'élection européenne, c'est devoir apprendre beaucoup de chiffres et de statistiques parfois difficiles à retenir. Mais là, sur ce terrain-là, au moins, c'est très facile à retenir. Pour la première fois dans l'histoire du projet européen, la France est 28e sur 28 en matière de déficit public. C'est facile, on est les derniers. Donc on est les champions du monde des prélèvements obligatoires, on est les derniers en matière de déficit public, et ensuite on écrit une grande lettre aux Européens en leur disant « Chers amis, on va vous expliquer ce que l'Europe devrait devenir ». Vous êtes le dernier de la classe et vous êtes au fond de la classe, vous écrivez à tous vos petits camarades en leur disant « Les amis, dites donc, vous voudriez pas me ressembler un peu? Là, ça commence à devenir pénible de vous voir toujours devant. » On comprend que les Européens aient du mal aujourd'hui à prendre au sérieux la France. Et on comprend aussi pourquoi il faut que nous puissions être nombreux à rentrer demain de notre famille politique au Parlement européen. Parce qu'au sein du PPE, ce sera à nous. Et je ne le dis pas pour faire de l'opposition stérile, mais pour mesurer le poids de notre responsabilité. Ce sera à nous de faire entendre la voix de la France. Si nous voulons que la France soit crédible et audible, il faudra des parlementaires de combat au sein de ce PPE où nous devrons faire entendre à nos alliés européens que oui, c'est vrai, la France a du chemin à faire, mais que oui, c'est vrai, il faut aussi que l'Europe se réoriente. Et nous avons aussi à dire, évidemment, à ceux qui en Europe ont su faire les réformes nécessaires et qui aujourd'hui sont capables d'exporter fortement, d'exporter largement. Nous avons aussi besoin de leur faire entendre la nécessité de défendre enfin ce marché commun, car sinon, eux comme nous seront engagés dans cette fragilité que cause aujourd'hui la naïveté trop longtemps entretenue par l'Union européenne. Mais oui, c'est vrai, ce sera à nous d'obtenir cette refondation de l'Europe dont nous avons tellement besoin. Et il faut que nous puissions le faire, et il faut que systématiquement nous puissions défendre ensemble cette réorientation du travail européen et en même temps ces réformes dont la France a tellement besoin, ces réformes qui n'ont pas été faites. Et oui, ces réformes, elles sont encore devant nous. Et il faudra les proposer à la France dans les échéances qui viendront, parce que rien n'est réglé encore de la crise que nous traversons. Rééquilibrer la mondialisation, ça veut dire aussi, bien sûr, faire face à la crise migratoire. Jean-Louis vous en a parlé. Nous avons la conviction profonde que la crise migratoire n'est pas passée, la crise migratoire n'est pas derrière nous. Non, la crise migratoire, elle n'a pas encore commencé. Parce que la démographie du continent africain fait que nous avons le devoir de maîtriser nos frontières si nous ne voulons pas continuer de produire du malheur à grande échelle. Malheur, bien sûr, pour nos sociétés si profondément fracturées déjà par une immigration massive que nous n'avons pas su intégrer. Mais malheur aussi, évidemment, pour tous ces jeunes venus d'Afrique, auxquels, par notre impuissance, nous laissons tendre le miroir aux alouettes d'un Eldorado qu'ils ne trouveront pas s'ils arrivent en Europe. Oui, nous avons le devoir de maîtriser nos frontières, car aujourd'hui, le business des passeurs, qui endeuille chaque année la mer Méditerranée, ce business prospère sur une seule chose, il prospère sur notre impuissance. Tant qu'il sera établi partout sur le continent africain, que celui qui arrive à mettre le pied illégalement sur le sol européen a toutes les chances d'y rester, nous continuerons de vivre ces drames en mer Méditerranée. Il faut bien sûr lutter contre les passeurs avec des moyens sécuritaires, des moyens policiers, des moyens militaires, mais à la fin des fins, nous ne vaincrons ces passeurs que s'il est fermement établi qu'on ne peut rentrer sur le sol européen qu'à partir du moment où on y a été légalement autorisé. Et c'est le cœur de la stratégie que nous voulons proposer. Nous devons maîtriser nos frontières. Nous voulons bien accueillir ceux qui ont besoin de notre solidarité, mais nous ne voulons pas subir. Nous ne voulons pas subir. Nous voulons bien ouvrir la porte à celui qui nous a demandé d'entrer, mais ce n'est pas du tout la même chose d'ouvrir la porte à celui qui vous a demandé d'entrer et d'avoir sa porte enfoncée tous les jours. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être se rappeler, puisque M. Macron, pendant toute la campagne présidentielle, expliquait qu'il y avait deux camps, le camp de l'ouverture et le camp de la fermeture, puisque un parlementaire En Marche me disait encore récemment sur un plateau de télévision qu'on était de ceux qui défendaient les barrières et les frontières, il faudrait peut-être se rappeler que si on veut accueillir quelqu'un chez soi, la première des conditions, c'est quand même d'avoir un chez-soi. Et que si on veut accueillir quelqu'un entre les murs de son foyer, la première des conditions, c'est d'abord d'avoir des murs.
Et je trouve bien ingrat cette condamnation systématique des murs de la part de gens qui rentrent tous les soirs s'abriter entre quatre murs pour se reposer tranquillement. Et je trouve bien absurde cette condamnation des frontières de la part de ceux qui ne voient pas que si on veut ouvrir la porte, il faut encore avoir des frontières entre lesquelles mettre une porte. Aujourd'hui, nous n'accueillons pas. Nous nous contentons de subir. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'a rien à voir avec de la générosité, mais tout à voir avec de l'impuissance, et tout à voir avec de l'inconséquence. Et à ceux qui nous font de grandes leçons de morale, je voudrais dire, après ces 3 mois de campagne, venez avec moi à Calais, venez avec moi porte de la Chapelle, venez avec moi dans tous ces centres-villes de France où l'on voit des gens qui sont enfermés dans une impasse, eux qui croyaient trouver un lieu pour réussir et pour aider leur famille et qui se retrouvent piégés dans un endroit qui n'a évidemment plus l'occasion de les accueillir comme il le faudrait. Nous voulons bien accueillir, mais nous ne voulons pas subir. Et nous voulons pour cela maîtriser nos frontières. Et nous disons que pour cela, il faut agir ensemble en Europe. Nous ne sommes pas, encore une fois, de ceux qui croient que nous serons plus forts si nous sommes seuls. Nous ne sommes pas de ceux qui croient, comme le Rassemblement national, qu'on peut se payer le luxe d'être idéologue au point de voter contre tout ce qui pourrait renforcer l'Europe, même face aux défis migratoires. Car c'est ce que le Rassemblement national a fait au cours de toutes les années passées. Dites-le autour de vous. Le Rassemblement national dit aujourd'hui « on arrive », mais ils sont déjà là. Ils ont gagné la dernière élection européenne. Et pendant les 5 dernières années, ils ont voté contre tout ce qui pouvait renforcer l'Europe face à la crise migratoire. Ils ont voté contre le renforcement de Frontex, qui lutte contre l'immigration illégale. Ils ont voté contre l'établissement de contrôles systématiques à l'entrée dans l'espace Schengen. Ils ont voté contre le fait de créer un fichier qui soit partagé par les services de renseignement européens, ce qui était demandé par toutes les polices d'Europe, pour pouvoir partager les informations sur ceux qui volent dans le ciel européen, et ainsi pouvoir mieux lutter contre l'immigration illégale. Parce que ça venait d'Europe, ils ont voté contre tout cela. Nous ne sommes pas de ceux qui croient qu'on doit déconstruire l'Europe, quitte à sacrifier les intérêts de la France. Nous voulons une Europe efficace au service de nos pays. Nous voulons une Europe qui ne dépossède pas nos pays de leur souveraineté. Nous voulons une Europe qui ne dépossède pas nos pays de leur politique migratoire, comme tu le disais, Jean-Louis. Nous refusons l'Europe de M. Macron, qui est celle de l'impuissance, qui consiste à organiser des quotas de migrants et à se répartir ainsi le poids de nos inconséquences. Mais nous refusons aussi l'aveuglement de Mme Le Pen et de ses élus de demain, qui seront de ceux qui continueront à déconstruire l'Europe, même quand elle peut être utile. J'ai été en Grèce il y a quelques jours. J'ai rencontré les opérationnels de Frontex qui travaillent en Grèce. Qui croit sérieusement une seconde que la Grèce toute seule, dans la crise qu'elle traverse, pourra défendre ses frontières? Qui croit que la Grèce toute seule pourra défendre ces dizaines d'îles qui sont à quelques kilomètres des côtes turques? Bien sûr qu'il faut travailler ensemble en Europe. Car personne ne peut croire que si un de nos pays est fragile, nous ne serons pas tous touchés. Nous serons tous, bien sûr, touchés. Aujourd'hui, l'Italie a une politique plus ferme, qu'à cela ne tienne. Les flux migratoires se sont décalés par l'Espagne et c'est maintenant par les Pyrénées que les migrants rentrent en France. Donc il faut une politique européenne, bien sûr, sur le sujet. Il faut défendre ensemble les frontières extérieures de l'Europe. Et il faut faire en sorte que les demandes d'asile, les demandes de titre de séjour soient effectuées systématiquement à l'extérieur des frontières de l'Europe. Quand vous quittez votre pays parce qu'il est en guerre ou en crise, vous n'arrivez jamais directement dans le centre de Paris. Votre itinéraire vous conduit par d'autres pays par lesquels vous passez, qui sont sûrs et stables, et dans lesquels vous pouvez demander l'asile. Et si vous êtes éligible à l'asile, vous rentrerez de manière sûre et légale en Europe. Mais si vous n'y êtes pas éligible, il faut que vous sachiez que vous n'y rentrerez jamais. Ou que si vous tentez d'y rentrer, vous serez systématiquement reconduit à l'extérieur des frontières européennes. Et cette politique que nous avons appelée celle de la double frontière, c'est celle qui consiste à dire que nous voulons défendre ensemble les frontières de l'Europe pour pouvoir garantir à chaque État européen la pleine maîtrise démocratique de sa politique migratoire. La pleine maîtrise démocratique de sa politique migratoire. Voilà le choix qu'il faut faire. C'est un choix clair. C'est un débat nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument que nous puissions, dans cette élection, dire ce que nous voulons. C'est ou bien, encore une fois. Si nous ne savons pas mettre fin à notre impuissance sur la question migratoire, alors nul doute que nous allons continuer de préparer les tensions et les conflits qui traverseront nos sociétés pour demain. Car ce qui est en jeu, c'est peut-être d'abord, ici, en France, en Europe, de pouvoir reconstruire ce lien commun qui nous manque. Et je reviens ici à ce dont je partais tout à l'heure. Au fond, nous sommes les seuls dans cette campagne à dire depuis le début que ce qui est en jeu, c'est de redire ce qu'est l'Europe. C'est-à-dire une civilisation. Il faut pouvoir, d'abord,
gagner cette grande bataille pour lutter contre le terrorisme islamiste, lutter contre l'islam radical qui gangrène nos sociétés. Et dans cette bataille, bien sûr, il faudra être intraitable sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, sur le plan judiciaire. Bien sûr, ceci est aussi au cœur de notre projet. Je ne vais pas vous détailler nos 75 propositions, ce serait trop long et fastidieux. Il faut renforcer les équipes communes d'enquête qui travaillent avec Europol. Il faut faire en sorte que nous puissions partager nos informations de façon plus efficace entre les services de renseignement, pour que ceux qui prêchent la haine dans un pays ne bénéficient pas de la libre circulation en Europe pour, une fois qu'ils ont été détectés, aller faire leur horrible travail ailleurs. Il faut faire fermer toutes les mosquées salafistes en Europe par une stratégie coordonnée. Il faut pouvoir écrire une charte des devoirs et des valeurs qui protégera la liberté de conscience de tous ceux qui vivent en Europe. Mais à la fin des fins, malgré toutes ces réponses fermes, enfin assumées, nous ne gagnerons cette grande bataille que si nous savons, et je reviens au point de départ car c'est le plus important, que si nous savons redire qui nous sommes, si nous savons redire ce qu'est l'Europe. Pourquoi avoir cédé si longtemps à ce déni de réalité? Pourquoi nous être laissés piéger si longtemps? Quand M. Macron est venu nous dire qu'il n'y avait pas de culture française, il n'était pas, je crois, l'auteur de la catastrophe dans laquelle nous nous sommes abîmés. Il en était seulement le symptôme. En réalité, nous l'avons déjà vécu en 2004, en 2005, autour de ce débat irréel au cours duquel nous avons refusé de nommer les racines de cette civilisation. Il faut nommer ces racines. L'Europe, c'est, et vous êtes bien placés pour le savoir ici sur les rives de la Méditerranée, l'Europe, c'est ce petit miracle fragile qui naît dans la Grèce antique. La Grèce de l'Antiquité, au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'hypothèse que fait l'historien Jean-Pierre Vernant, a été marquée par un événement considérable qui était peut-être d'abord un événement technique. Les Grecs ont appris à naviguer en remontant au vent. Jusque-là, on naviguait en se laissant pousser par le vent dans la navigation à la voile. Eh bien, on a découvert qu'il était possible de remonter au vent. Et on a construit des navires qui pouvaient remonter au vent. Et ainsi, les Grecs sont devenus des navigateurs incroyables. Et ainsi, ils ont découvert des territoires insoupçonnés. Et cette rencontre avec l'altérité a formé en eux l'exigence de la raison critique. Les Grecs sont le premier peuple de l'histoire à ne pas s'être satisfait des explications mythologiques, à avoir exigé une explication logique du monde. C'était la naissance du logos, la naissance de la raison. Et le logos devient dialogos, et il devient dialogue. Il devient délibération par laquelle s'élabore peu à peu cette expérience si singulière qu'est celle de la démocratie, par laquelle nous parlons ensemble du point de vue de la raison, de l'avenir que nous voulons. Et lorsque nous remplaçons nos désaccords par l'occasion de ce dialogue, lorsqu'au lieu de la violence, nous choisissons de parler ensemble, lorsque nous faisons vivre la démocratie, que ce soit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou du Sénat, comme dans le plus modeste des conseils municipaux qui font la vie de notre démocratie d'aujourd'hui, tu le disais, cher Jean-Louis, et je voudrais dire ici ma reconnaissance à tous les élus locaux qui sont là, qui font vivre notre France par le terrain, car c'est par le terrain qu'elle tient. Quand dans nos conseils municipaux, nous faisons de ces délibérations l'occasion de dessiner notre avenir commun plutôt que de le subir, nous sommes les enfants de la Grèce antique. Nous sommes les enfants du monde latin, de ce monde que la Rome de l'Antiquité a marqué du sceau de cette exigence d'égalité que vous évoquiez tout à l'heure, cette exigence d'égalité qui veut que devant la res publica, devant la chose de tous, nous sommes tous protégés dans nos droits et dans notre dignité, et qu'il n'y a pas de liberté sans autorité de l'État, et qu'il n'y a pas de liberté, vous le disiez, cher Hubert, sans ordre public garanti à tous. Nous sommes les enfants des Romains, et nous sommes aussi les enfants. Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi avoir tellement tardé à le dire? Nous sommes les enfants de la tradition chrétienne qui a fait de nous ce que nous sommes. Comment est-il possible qu'au nom de la laïcité, on se soit interdit de dire ce que nous sommes, alors que le mot même de laïcité vient de cette tradition chrétienne?
Comment est-il possible que nous n'ayons pas su voir que ces racines étaient la condition de notre avenir ? Cette tradition judéo-chrétienne, elle a formé nos conceptions du monde, elle a influencé notre droit, elle a structuré notre architecture, elle a dessiné notre esthétique. Au fond, nous sommes là devant ce qui fait une civilisation. C'est un passionné de la Provence qui s'appelait Antoine de Saint-Exupéry, qui médite dans ce texte immense qui s'appelle « La lettre au général X ». Cette lettre à un général inconnu, écrite un soir de juillet 1943, alors qu'Antoine de Saint-Exupéry est en Tunisie sur la base de la Marsa. Il vient d'enfin obtenir de pouvoir reprendre son engagement comme pilote dans l'armée pour pouvoir lutter contre l'Allemagne nazie, et dans ce combat, 1 an plus tard, il donnera sa vie. Mais pour l'instant, il est voué à faire des missions de reconnaissance, et ces missions de reconnaissance a d'ailleurs, en affrontant tous les risques et tous les périls les plus absurdes, il les consacre à faire des petits détours interdits par les côtes sud de la France pour aller voir si sa maison de famille à Gay est encore debout ou si elle a été bombardée. Et en ce soir de juillet 1943, Saint-Exupéry médite dans cette lettre adressée à un général que personne ne connaît sur le destin de cette civilisation qui est la nôtre. Et il médite à partir de cette intuition visionnaire. Il ne suffira pas, dit Saint-Exupéry, il ne suffira pas de vaincre le nazisme pour retrouver ce que nous sommes. Il faut redire ce que nous sommes. Quel étrange soir, mon général, quel étrange climat. Je regarde depuis la fenêtre où je suis ces soldats venus d'au-delà des mers qui écoutent une musique de mirliton, ces soldats venus de si loin et qui ne connaissent pas la nostalgie. C'est le sens de cette vieille histoire qu'on racontait autrefois. Tu vas partir loin. Loin d'où ? Loin d'où ? Ils ne savent plus le point qu'ils ont quitté. Loin d'où ? Aujourd'hui, on ne peut même plus être infidèle. À quoi serait-on infidèle dans cette époque de consommateurs ? On change de tout, de frigidaire, on change de maison, on change de femme. Loin d'où et infidèle à quoi ? Désert de l'homme. Dans ce monde de consommateurs où nous avons Tinder pour trouver des relations et Glidden pour les tromper, dans ce monde de consommateurs qui a accompli la prédiction de Saint-Ex, il semble que rien ne nous relie plus à une demeure commune. Et au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Les choses, dit Saint-Ex encore, les choses, je m'en fous, qui subsisteront. Ce qui vaut, c'est un certain arrangement des choses. C'est le déjeuner dans la ferme provençale, et c'est Handel. Ce sont des coutumes, une certaine manière d'habiter, une certaine intonation, une certaine lumière spirituelle. Et je me sens revivre dans cet endroit où la poussière est parfumée, dit encore Saint-Ex, je suis injuste. Elle l'est d'abord en Provence. Il y a dans cette lettre magnifique le sens de ce qui nous attend. Il faut retrouver le sens de ce qui nous attache et nous relie les uns aux autres, le sens de cette civilisation. Et ça n'a rien d'abstrait et ça n'a rien de symbolique. Le sens de ce qui nous attache aux autres, c'est exactement ce qu'ont montré concrètement dans la dure réalité de leur engagement, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, ces deux grands Toulonnais d'adoption. Ils ne connaissaient pas les hommes qu'ils allaient sauver. Ils ne les avaient jamais rencontrés. Et pourtant, toute leur vie, ils s'étaient formés avec la plus extrême exigence pour atteindre cette excellence qui ferait qu'un jour, ils seraient la main qui se tend au milieu du plus grand des dangers. Pour qu'on ne puisse jamais dire que malgré le danger le plus grand, le lien qui nous attache aurait été délié. Nous sommes engagés les uns envers les autres, sans même que nous soyons les responsables de ce lien. Nous ne sommes pas des individus isolés qui cherchent chacun à poursuivre leurs propres calculs. Nous ne sommes pas des communautés juxtaposées qui s'éloignent les unes des autres sans se reconnaître de lien. Nous sommes une grande nation, nous sommes un grand pays. Et sans même que je vous connaisse, je sais que nous sommes liés les uns aux autres par un destin partagé. Et c'est ce que savaient aussi Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Ils ne s'étaient pas engagés pour mourir, ils s'étaient engagés pour vaincre. Et ils avaient d'ailleurs sans doute si souvent, dans le silence et la discrétion, vaincu
pour les armes de la France. Mais ce jour-là, ils ont assumé jusqu'au bout le risque qu'ils avaient choisi de prendre. Et ils ont donné leur vie pour ceux qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils se savaient liés d'une manière indélébile, d'une manière définitive, à ces compatriotes qu'ils étaient venus sauver. Voilà ce qui fait un pays. C'est cet héritage magnifique qui nous dépasse et qui nous précède infiniment. Voilà ce qui fait un pays. Voilà ce qui fait une civilisation. Mûrie dans le travail de la civilité, de l'éducation, mûrie dans cette relation si singulière qui se construit lorsqu'on fait grandir un homme, lorsqu'on fait grandir une femme, pour leur apprendre à quel point le sens de leur existence consiste à se donner à quelque chose de plus grand qu'eux. Voilà ce qu'ils nous ont montré. Et voilà l'enseignement dont nous devons être à la hauteur aujourd'hui, pour être à la hauteur de leur honneur. Peut-être avez-vous regardé comme moi cette cérémonie magnifique qui a eu lieu aux Invalides. Et ce qui m'a le plus touché, au-delà des discours qui sont toujours d'usage, et ça doit être si difficile de préparer un discours pour un moment comme celui-ci, au-delà de tous les témoignages, c'est simplement ce chant, chanté par leurs frères d'armes, leurs camarades de combat. Ce chant qui disait précisément ce lien qui unit les hommes dans un engagement commun. Loin de chez nous, en Afrique, combattait le bataillon pour refaire à la patrie sa splendeur et son renom. La bataille faisait rage lorsque l'un de nous tomba, et mon meilleur camarade gisait là auprès de moi. Et ses lèvres murmurèrent : si tu reviens au pays, dans la maison de ma mère, un mot très doux, parle-lui. Dis-lui qu'un soir en Afrique, je suis parti pour toujours. Et dis-lui qu'elle me pardonne. Nous nous reverrons un jour. Eh bien, chers amis, ces mots tout simples, qui n'ont pas d'auteur, qui ont été chantés par des milliers de cœurs qui ont connu cette épreuve de la guerre et cet engagement total, ces mots tout simples, au fond, nous disent la grandeur d'une civilisation. Voilà ce que nous sommes. Et toute cette histoire, ces 25 siècles que je viens d'esquisser simplement, ces 25 siècles qui ont tourné autour de cette mer Méditerranée, ces 25 siècles si féconds, qui ont fait la France, qui ont fait Toulon, ces 25 siècles font de nous ce que nous sommes aujourd'hui, et ils sont la condition pour que nous puissions nous projeter vers l'avenir. Bien sûr qu'il faut retrouver nos racines pour nous projeter vers l'avenir. Dans un grand discours qu'il a fait au Bernardin, Emmanuel Macron a dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les racines. Le débat sur les racines de l'Europe, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est pas les racines, ce qui m'intéresse, c'est la sève. » Toujours la même idée que pour aller vers l'avenir, il faudrait se détourner du passé. Mais toute personne qui un jour dans sa vie a planté un arbre sait que vous n'avez aucune chance d'avoir de la sève si vous n'avez pas d'abord des racines. Alors oui, il y a un choix à faire. Oui, il y a un choix à faire entre le délitement communautariste. Il y a un choix à faire entre ce chant atroce de haine envers la France et ce chant magnifique du don total. Il y a un choix à faire. C'est ou bien, ou bien. Eh bien, chers amis, notre grande responsabilité dans ce débat, c'est de pouvoir offrir à la France une espérance. Et cette espérance, elle ne se trouve pas dans le faux combat qu'on voudrait nous imposer entre populistes et progressistes. Tu l'as dit, cher Jean-Louis, ce faux débat n'est tellement pas à la hauteur des enjeux. Il n'est tellement pas à la hauteur de tous les grands défis que nous venons de partager. Ça paraît tellement médiocre d'un coup quand on y pense. Jordan Bardella est entré en campagne en disant « Mon grand rêve le 26 mai, c'est de faire pleurer Christophe Castaner ». Et de l'autre côté, M. Macron et Mme Loiseau rentrent dans ce débat en disant « Notre grand but, c'est de battre Marine Le Pen ». Eh bien nous, notre grand but, notre grand rêve, c'est d'offrir une nouvelle espérance à la France. C'est de refonder l'Europe pour pouvoir rétablir la France. Voilà notre grand rêve, chers amis. Dites-le, parlez-en, transmettez-le autour de vous. Voilà notre rêve, voilà notre espoir. Voilà ce qui se joue. Voilà ce qui se joue pendant la semaine qui vient. Et avec vous, élus, avec vous, monsieur le maire, avec vous tous,
Nous avons besoin de faire cette espérance pour la France. Cette espérance dépend de vous. Cette espérance est celle de la victoire dans une semaine qui fera que nous aurons autre chose à dire à la France que cette déconstruction dans laquelle nous nous abîmons. Voilà le sens de la semaine qui commence. Merci infiniment. Vive l'Europe et vive la France!